Bonjour, bienvenue pour cette conférence de 16 heures, parce qu'il y a tout un cycle de conférences, je vois qu'il y a des gens très assidus, et c'est tant mieux. Alors je vous propose aujourd'hui de parler d'architecture et décroissance. Alors c'est un sujet un peu délicat, c'est vrai, surtout dans un salon comme celui-ci, mais il faut quand même se poser les responsabilités qu'a le monde du bâtiment face au dérèglement climatique. Est-ce qu'on est allé trop loin dans la surproduction? Est-ce que on est allé trop loin dans l'épuisement des ressources, les émissions de CO2, la production des déchets? Est-ce qu'on devrait repenser l'acte de construire basé plus sur le local, sur le recyclage, sur la sobriété, la frugalité? Est-ce qu'on est justement en droit d'imaginer une architecture en lien avec la décroissance? Alors pour en parler, je vous propose d'écouter à ma droite Paul-Emmanuel Loiret, donc architecte, chercheur, président de Cycleterre, et à ma gauche Camille Ricard, donc architecte de Moonwall Local, qui est donc une agence d'architecture basée à Bordeaux, AJAB 2020. Et vous avez tous les deux une démarche très différente, hein, puisque alors les slides, on va les mettre tout à l'heure. Ce sera quand ça sera. Voilà, merci. Vous avez une démarche un peu différente, mais qui on va voir, se recoupe. Alors, on va peut-être commencer du coup par puisque les slides sont là, donc on va peut-être commencer par Camille Ricard. Donc vous êtes architecte du collectif Moonwall Local. L'idée pour vous, c'est d'aborder comment vous comptez vous aborder votre métier d'architecte, votre profession, votre manière d'agir par rapport à cette société dans laquelle on est, de surproduction et une société où finalement on se pose aujourd'hui beaucoup de questions sur notre environnement. Oui, bonjour. Alors notre démarche collectif Moonwall Local, c'est de travailler à partir de ressources disponibles et de commencer un projet en regardant ce qui se passe sur le territoire, des ressources matérielles mais aussi immatérielles, les savoir-faire et aussi la poésie des lieux. Tout ça, ce sont des ingrédients qui sont la base de nos projets. Et pour nous, l'architecture, c'est un travail d'équipe à plusieurs. Alors vous voyez les photos du collectif, mais entre architectes, entre constructeurs, bâtisseurs et puis entre usagers. Donc l'architecture, la ville, le territoire se font ensemble. Et voilà, cette photo, là, ce sont deux photos qu'on vous présente pour parler du lieu qu'on a créé au début. C'était un tiers-lieu qu'on a fabriqué à partir de charpente de réemploi, une démolition d'une maison qui se faisait dans la rue, et on a récupéré, ça a fondé un petit peu les bases du collectif. Et puis sur l'image où on est tous dans l'escalier, on travaille sur la rénovation d'un patrimoine des années 60 qu'on vient réhabiliter plutôt que de le démolir et qu'on vient étendre. Quelques images rapides, ce projet sur lequel vous nous avez sollicité par rapport Voilà. à la thématique. Ça, c'est un très beau projet qui est en région parisienne, à Aubervilliers. Exactement. À Aubervilliers, c'est une rue couverte en chaume pour la couverture et en bois de réemploi pour la structure. À l'origine, c'est un projet, c'est ICAD qui nous a sollicité. C'était un concours d'idées pour créer une rue couverte pour favoriser les mobilités douces au parc des Portes de Paris. Et donc on a travaillé, là vous voyez un prototype uniquement de cette rue couverte, et toute la démarche de cette rue a été de récolter, recueillir du bois de réemploi. Donc là on a sur du chêne que le charpentier a récupéré 3 gisements différents et assemblés. Donc ce qui lui a fait plaisir, c'est que il a dû apprendre, les apprentis ont dû apprendre à travailler le bois sans passer par les machines, puisqu'on reste sur des poutres qui sont abîmées, qui ont des pointes, etc. Donc tout a été fait manuellement. Donc il y a comme ça une valorisation, une transmission du savoir-faire du charpentier. Et puis à côté, on voit le chaumier qui est en train de battre le chaume. Donc là, c'est de la paille de roseau qui vient de Camargue. Voilà, c'est un magnifique savoir-faire. Et c'est dans ce genre de démarche qu'on va avec plaisir pour aller au bout des projets. Rapidement, vous voyez le process. On parle de décroissance. La question du réemploi aujourd'hui est importante. On parle d'épuisement des ressources. On constate l'épuisement des ressources et on a du mal aujourd'hui avec l'augmentation du prix des matériaux. Voilà, le réemploi est une des solutions, avec quelques contraintes assurantielles, disons, ou de validation. Mais on peut aller jusqu'au bout, et là, on a réussi.
et quelques pratiques, on va dire, plus... Enfin, qu'on poursuit également. On a une cabane, une habitation qui a été habillée de volets de persiennes de réemploi. Là, on voit les clientes et puis le charpentier qui sont en train de les tenir et on essaye de voir comment on peut créer l'assemblage. Et une maison en paille avec une isolation, une maison en ossature bois avec une isolation paille et un enduit terre. Et ça, c'est une maison en Dordogne. Et l'intérêt de ce projet, hormis le fait d'aller chercher des ressources à proximité, que ce soit la terre ou la paille, on est à moins de 30 km du chantier, c'était aussi de créer un chantier école où on a pu, grâce à une scope du bâtiment, pouvoir former des artisans du bâtiment à l'éco-construction. Enfin, ça c'est un petit clin d'œil, c'est pour sourire aussi, mais le ski est un grand déchet, et on parle du déchet aujourd'hui, est un grand déchet, et que peut-on faire du ski? On avait imaginé une surtoiture pour un centre de ski dans les Pyrénées. Alors c'est un projet non lauréat, mais voilà, c'est pour donner l'idée, puisque aujourd'hui on ne sait pas recycler le ski, et donc pourquoi pas le détourner. C'est une toiture entièrement composée de skis qui sont posés tels quels. Il y a même les fixations qui sont dessus. Comme une surtoiture, voilà, comme si c'était du bois, hein, Ouais. voilà, pour éviter à la neige de rester. Et voilà, au lieu d'utiliser du bois neuf, on utilise les skis qu'on ne peut pas recycler. Très bien, oh, c'est assez inspirant. Et je voulais juste, avant de laisser la parole à Paul-Emmanuel Noiret, je voulais vous poser une petite question qui je trouve qui m'intéresse dans votre bâtiment Chaume urbain. C'est que le contexte, alors on parle de réemploi, on est dans une construction vraiment de récupération décroissante, et le commanditaire c'est quand même Icade. On est dans un domaine, dans un milieu de l'économie de marché, de la promotion immobilière. Alors comment ça s'est produit, ce mariage, cette alchimie? À l'origine, c'est un concours d'idées lancé par Icade que lui a conseillé Greenflex, qui à l'époque était son cabinet de conseil pour s'améliorer en bilan environnemental, et qui disait si vous voulez être une nouvelle défense, mais verte, disons, attirer des entreprises qui sont soucieuses de l'environnement, il faut que vous privilégiez des mobilités douces pour que les gens ne viennent plus en voiture, mais utilisent plutôt le métro. Et donc l'idée, c'était de relier la station de métro avec les différents bâtiments de bureaux. Et pour cela, ils ont lancé un appel en concours d'idées sur lequel on a été retenu. Donc on a été deux lauréats pour la troisième, pour créer un prototype finalement, et ça s'est passé comme ça. Donc la question pour nous, éthiquement, c'est est-ce qu'on travaille pour Icade, et la réponse a été débattue, enfin la question a été débattue, et la réponse a été de dire oui, puisque c'est aussi ces grandes entreprises qui peuvent financer l'expérimentation, l'innovation, ou en tout cas rechercher, aller plus loin, parce qu'il faut... voilà, là, il a fallu, avec les bureaux de contrôle, avec les tests de flexion sur les charpentes, on est passé sur un budget qui était assez important pour une recouverte. Et voilà, cette expérimentation était permise parce que cette grande entreprise avait le budget pour le faire. On reviendra sur cette question d'associer le monde de l'économie de marché et de l'immobilier avec une architecture de décroissance. Alors, Paul-Emmanuel Noiret, vous êtes architecte, chercheur, donc Mu-Expérience, président de Cycleterre. Vous avez fait un choix particulier. À partir de 2020, vous aviez une agence Joly Loiret qui marchait très bien, vous avez gagné des concours, et vous avez décidé d'arrêter de construire. Oui, j'ai décidé d'arrêter de construire parce qu'en fait, on aura beau construire avec des écomatériaux, on continuera de croître. Ça ne questionne pas la question de la décroissance, les matériaux naturels. Donc, le parcours, c'est effectivement ça, c'est que pendant 15 ans, j'ai une agence, donc Joly Loiret, comme tu disais. On a construit tout un tas de bâtiments, et il y a une dizaine d'années, on s'est dit qu'on allait aider à développer la filière terre crue, pour plein de raisons diverses et variées, notamment la qualité en fait, des matériaux naturels, décarbonés, mais aussi, en fait, bien évidemment, leur très faible impact carbone. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, et on a
gagné plusieurs projets. On a monté cette exposition à Paris qui s'appelait Terre de Paris. Et on a lancé cette idée en 2015 qu'il était possible en fait, de construire des matériaux et des bâtiments à partir de terre de déblai. On a proposé plusieurs bâtiments comme ça. On a gagné des projets qui sont d'ailleurs pour certains en études, voire en chantier. Jusqu'à ce projet de Cycloterre, qui est une fabrique à Sevran de matériaux en terre crue, des blocs, des enduits, etc., issus du recyclage des déblais de chantier. Parce qu'évidemment, voilà, le recyclage fait partie en fait, des 5 pistes en fait, de matériaux de construction les moins carbonés, comme les 4 matériaux naturels que sont la pierre, la terre, le bois et les fibres végétales, et bien évidemment le recyclage, le réemploi, quoi. C'est un peu ces 5 pistes-là qui sont fondamentales si on veut décroître le carbone dans la matière. Mais pour autant, la décroissance, elle engage d'autres sujets, je crois. Parce que moi, j'aime pas trop en fait, ce mot de décroissance, hein, et pas beaucoup de gens l'aiment. Pour autant, donc, il s'agit de définir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que tous les politiques appellent de leur vœu systématiquement qu'est-ce que c'est que cette croissance, hein, qui peut générer de l'emploi, etc. Et si on analyse en fait ce terme-là, et c'est ce que j'ai commencé par faire, j'ai compris qu'en fait la croissance en fait n'est qu'une croissance financière, d'accord ? C'est une croissance de PIB. On n'est que sur une augmentation en fait de la valeur monétaire de notre portefeuille national. Or en fait, d'où vient l'argent ? L'argent vient de la transformation de la matière. Et cette matière, c'est la ressource naturelle qui est sous nos pieds, qui est dans nos forêts, qui est dans nos champs, etc. Et par la transformation de cette ressource, on génère des matériaux, des techniques, et on génère de la croissance économique. Et en fait, par convention, voilà, on est dans un système de croissance, et on pense que la croissance, celle qui peut nous amener au bonheur, c'est cette croissance économique. Or, en fait, on se rend compte, si on revient en arrière, que justement, le fait de récupérer des ressources, le fait de creuser, le fait de couper, etc., n'est qu'une destruction en fait de nos ressources naturelles. Quand on cherche des minerais, quand on fait de l'exploitation forestière, monoessence, etc., on est dans une destruction en fait de nos ressources fondamentales, de nos ressources terrestres. Donc ce qu'on appelle la croissance, en fait, c'est une nécro-croissance. Je crois ça profondément qu'en fait plus on croit, plus on détruit. Et comme le dit Jean Covici aussi, il n'y a de croissance possible qu'à partir du moment où on injecte de l'énergie. Plus on injecte de l'énergie, carbonée, gaz, pétrole, charbon, plus on croît. Si on commence à enlever de l'énergie, on décroît. Économiquement, encore une fois. Donc la grosse question qui se pose, c'est pas est-ce qu'on croît ou est-ce qu'on décroît, c'est qu'est-ce que c'est que la croissance ? Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui comme croissance ? Et moi, je crois qu'en fait, ce qu'on appelle la croissance n'est pas du tout un bon terme, parce que ce n'est qu'une croissance économique, donc une nécro-croissance. Or, il faut appeler de nos voeux un autre type de croissance. Il faut appeler de nos voeux une croissance de vie, une biocroissance, par exemple, une croissance où en fait on essaie de faire développer d'autres choses que simplement des aspects financiers. Alors, on a entendu ce matin Emmanuel Pézerès, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, c'était à 9h30, il fallait se lever tôt, mais c'était très intéressant parce qu'il parlait d'architecture régénérative. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, Paul-Emmanuel ? Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et d'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai monté une autre structure qui s'appelle Mieux Expérience, et qui est une structure à vocation purement expérimentale. Et bien évidemment, je crois que l'objectif essentiel que l'on doit se donner, c'est l'architecture régénérative. C'est quoi l'architecture régénérative ? C'est un terme qui date d'une dizaine d'années, qui a été développé en Angleterre. Le recyclage de verre derrière. Voilà, mais... ouais. Ils vont faire peut-être un pavillon pour l'année prochaine. Et en fait, le principe, c'est de faire une architecture qui puisse générer plus de vivants qu'elle n'en détruit. Alors en fait, c'est impossible, de fait, hein, parce que chaque acte de faire bâtiment, chaque acte de faire architecture est en soi une destruction du vivant. À partir du moment où on construit quelque part, forcément, on artificialise le sol sur lequel on construit. On va aussi détruire tout un tas de ressources naturelles pour faire du béton, pour faire de l'acier, pour faire du verre, pour faire tous les matériaux qui servent à construire. Or, une architecture régénérative est censée faire plus de vivants qu'elle n'en détruit. Donc du coup, comment on fait ? Eh bien, on ne sait pas. Et donc c'est un terme qui est très théorique, qui en soi est un peu impossible
à atteindre, mais qui pour autant est une piste qui me paraît assez fondamentale, assez utopique et très intéressante. Effectivement, c'est une des pistes de croissance qui pourrait produire du vivant. Alors, Emmanuel Pézerès parlait ce matin de bien tracer les sources de bois. Par exemple, le bois, ne pas prendre du bois issu de forêts en monoculture, avec des coupes rases, mais des forêts où on identifie chacun des troncs et qu'on va positionner déjà à l'avance sur telle et telle charpente. Vous avez, par exemple, sur cette construction qu'on voit là en image, identifié des morceaux de bois précisément. Comment ça s'est passé? Ça se fait au hasard ou est-ce que ça fait tout un travail de sourçage, je ne sais pas si on dit ça comme ça, de sourcing, pour le dire à la mode, de tous ces matériaux et en pensant le produit, la source, ensuite en le dessinant après coup. Non pas dessiner, ensuite chercher le matériau, mais chercher le matériau, dessiner, poser. Oui, alors c'est une question intéressante. Là, on n'est pas allé chercher le morceau de bois qui va bien sur l'arbre et la branche qui va créer le squelette du navire, parce que c'est comme ça qu'on construisait les bateaux, puisque là on a sourcé plutôt du bois disponible qui préexistait, issu de chantiers de déconstruction. Donc l'idée c'était d'éviter de transformer trop la matière première qu'on venait de récupérer, de réemployer, et d'adapter en fait la géométrie complexe que vous voyez. Elle n'est pas si complexe que ça en portique, mais elle génère un grand nombre de morceaux différents, de longueurs différentes qui pouvaient s'adapter au gisement qu'on avait trouvé. Et l'idée, c'était de créer le moins de chutes possible dans ces morceaux-là. Donc il y a toute une réflexion effectivement comme ceci. Et après, même si la géométrie ne bougeait pas, la souplesse de conception, puisque c'est important dans le réemploi, c'est justement d'avoir cette souplesse de conception. Quand on n'a pas forcément pu identifier en amont les gisements, c'est d'avoir une conception souple qui permette, là en l'occurrence, d'accepter une esthétique qui aurait pu être différente si on avait trouvé plus de 3 gisements différents, ou si on avait eu que finalement 50% de bois en réemploi qu'on avait trouvé, on aurait accepté d'avoir des morceaux neufs et des morceaux en réemploi. Voilà, il faut effectivement cette souplesse. Et la question de l'architecture régénérative, il y a aussi avant ça effectivement la question de faut-il construire, faut-il encore construire, et toujours se poser cette question préalable. Je crois que c'est notre devoir à chacun et à nous, architectes, de poser cette question-là à nos commanditaires, à chaque fois, même si on a toujours très envie, nous, de construire, mais en fait, non, c'est pourquoi? Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Et là, en l'occurrence, on est devant un projet la recouverte que vous voyez, que nous apprécions beaucoup par rapport à tout ce qu'elle a apporté d'expérimentation. Mais en fait, était-il bien nécessaire de la construire? Parce qu'aujourd'hui, elle aurait dû être déplacée, elle ne le sera pas. Les budgets, finalement, après Covid d'ICAD, font qu'elle reste dans un lieu inaccessible au public. Vous voyez la barrière derrière, eh bien, c'était à la livraison, c'est comme ça aujourd'hui encore. Donc, on a beau, voilà, c'est la triste histoire de ce projet, c'est qu'on a beau faire le plus vertueux possible, eh bien, finalement, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas d'usage, il n'y a pas de gens qui s'approprient dans l'espace public cet objet et qui n'a plus du tout de sens finalement. Et Paul-Emmanuel Loiret, c'est une question que vous êtes posée, ça faut-il encore construire? Ah oui, j'y ai même répondu parce que j'ai arrêté. Et en fait, je me sens très bien d'avoir fait ça. Bon, je suis aussi professeur donc en école d'architecture et je travaille sur ces sujets-là et ça me permet d'avoir plus de temps pour les questions de recherche et d'expérimentation. Mais en fait, effectivement, je n'arrivais plus à percevoir de sens en fait entre une pensée et une prise de conscience en fait fondamentale de la crise environnementale et sociale et du mur qui est devant nous et à la fois de continuer à pédaler pour rentrer dedans quoi. À un moment donné, je me suis dit en fait je vais essayer d'être cohérent avec moi-même, je vais arrêter de pédaler, je vais mettre sur le côté puis je vais réfléchir à d'autres solutions. Et je crois que le problème, c'est que j'ai opéré une décroissance surtout sur mon salaire en premier. Hein. Mais bon, on l'assume, quoi. C'est pas très grave. Et en fait, très clairement, je pense qu'il est nécessaire en fait que nous posions tous cette question. Je crois qu'il y a la dépense énergétique de ce salon est une catastrophe environnementale.
les matériaux qui sont utilisés dans le salon sont des catastrophes environnementales. Là, je sais pas, les 95% des matériaux qu'on voit ici sont des matériaux industriels, ultra carbonés, issus de pétrole, donc du plastoc, etc. Enfin, en fait, ça sent même en fait, le vernis, tous les produits chimiques, etc. Donc, et je comprends, on est dans une logique comme ça de construction et on est tous là-dedans, mais je crois qu'il faut qu'on soit le maximum d'entre nous à prendre un peu de recul pour essayer de se poser des questions, pour dire mais comment on fait différemment, parce qu'en fait on ne peut pas continuer à faire ça. Alors les architectes ont jusqu'à présent et encore aujourd'hui produit cette demande de matériaux. On est encore beaucoup d'architectes, je suis architecte moi-même, mais à avoir recours à des matériaux carbonés, à avoir recours à des structures, du béton, etc. Est-ce que vous pensez que maintenant, on pourrait tous s'y mettre, c'est-à-dire que d'ici, imaginons dans 10 ans, c'est pas 95% de ce salon, mais ce serait 25% qui serait d'après les scientifiques, ça sera trop tard. D'après les scientifiques, ça sera trop tard. Dans 10 ans. Dans 10 ans. Enfin, Jean Covici, il dit qu'il y a un plan qu'on peut s'en sortir. Qui ça Jean Covici. Ah oui, il a un plan, ben oui, c'est développer le nucléaire. Et donc en fait, mais bon, moi je suis pas ni pour ni contre le nucléaire, enfin bon, si plutôt contre, mais en même temps, au moins c'est une énergie décarbonée. Ça produit beaucoup de déchets dont on ne saura pas quoi faire pendant des siècles et des siècles, mais au moins c'est décarboné, donc du coup ça n'augmente pas en fait la crise climatique. Mais ça générera probablement d'autres crises. Et donc, je sais pas, les scientifiques disent, il y a 3 mois, le GIEC disait on avait 3 ans. Ben, moi, c'est pas moi qui le dis. Hein, on a 3 ans pour complètement inverser la tendance. Et Jean Covici le rappelle aussi, mais tous les scientifiques le savent, pour aller vers les objectifs de la COP 21 qui sont donc moins 1,5 ou moins 2 degrés, il faut un Covid par an d'économie d'énergie et de baisse des émissions de carbone. Un Covid par an, 6 à 7% des émissions de carbone dans le monde. Et je veux dire, on y est, mais très très loin. Donc du coup, grosso modo, il est à peu près certain qu'on va dans le mur. Et surtout si on continue à faire ce qu'on fait, quoi. Alors, Camille Ricard, moi j'ai une question qui fait référence à ce qu'avait dit Jacques Attali il y a quelques temps, et même très récemment. Il a dit finalement la décroissance, c'est pas forcément produire moins de matériaux, c'est de produire des matériaux moins toxiques. Hein, avec moins de poisons, ce qu'il appelle les poisons. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une démarche qu'on pourrait initier rapidement, bien sûr, mais qui pourrait être une forme de piste, c'est-à-dire on ne va pas forcément arrêter de produire des matériaux, mais se concentrer sur des produits qui ne soient pas des poisons? Si, à partir du moment où on n'arrête pas de construire, mais oui, il faut aller vers ça, mais c'est vrai que, comme disait Paul-Emmanuel, on en est très loin. C'est une piste intéressante. Il y a des matériaux qu'on ne peut pas aujourd'hui... Enfin, c'est compliqué, même nous, aujourd'hui, dans notre pratique actuelle, en ayant, disons, une petite pratique, mais en ayant des projets qui sont... on n'arrive pas à se passer de tout. Enfin, là, on est sur une rue couverte, en l'occurrence, c'est facile. On a une structure, on a une couverture. Quand on part sur un bâtiment isolé, aujourd'hui, c'est compliqué d'être avec les normes actuelles. C'est quasiment impossible de respecter uniquement des matériaux qui sont non toxiques ou non poisons. On aura de toute façon toujours besoin du verre. Il faut qu'aujourd'hui, on respecte, on a des normes, on a des bureaux de contrôle, etc. Donc le débat philosophique, il faut qu'il aille bien plus loin, sauf que la société et les normes actuelles ne permettent pas du tout de le faire aujourd'hui. Après, chacun, à son échelle, peut faire le mieux qu'il peut, mais après, il faut pas... Voilà. Après, c'est la question de la décroissance. La décroissance, comme disait Paul-Emmanuel, il n'aime pas ce terme. Les gens n'aiment pas ce terme parce qu'on a l'impression que c'est l'inverse de la croissance, voilà, c'est la récession. Et parce qu'on culpabilise chacun de nous. Il ne faut pas aller dans la culpabilité de chacun. C'est pas ça le sens de la décroissance. C'était un mot choc à l'origine. C'était plutôt en référence à la croissance, mais ça ne veut pas dire l'inverse de la croissance. On est plutôt vers la sobriété, même s'il y a des nuances, ou vers la frugalité, si on veut parler un peu moins énergétique et un peu plus... heureuse, enfin voilà, le côté heureux, plaisir est important. Voilà,
le futur est pessimiste, mais en même temps, il y a plein de choses optimistes et plein de choses qui se passent qui sont positives, et on peut trouver du plaisir encore à faire différemment de ce qu'on fait aujourd'hui, et encore plus de plaisir, je pense, que la société dans laquelle on se trouve capitaliste. Voilà. Alors, on va prendre des questions. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. En attendant, est-ce qu'il y a des micros qui peuvent circuler ici? Je ne sais pas s'il y a des micros qui peuvent circuler. Voilà, oui, s'il vous plaît. En attendant que le micro arrive, moi j'ai une question à Paul-Emmanuel Leray. Est-ce que finalement décroissance, ça rime avec sobriété et frugalité, ou est-ce qu'il faut aller au-delà? La sobriété, c'est le slogan de l'État à l'heure actuelle. La frugalité, c'est le slogan de la frugalité heureuse. La frugalité heureuse a sorti un article cette semaine en disant que la frugalité n'était pas la sobriété, justement parce qu'elle engageait beaucoup plus de choses, comme tu disais, voilà, un lien de cœur en fait avec la chose construite et entre les humains, etc. Je crois que probablement que la frugalité engage plus de choses que simplement une sobriété énergétique qui n'est bien évidemment pas du tout suffisante, mais qui est déjà un bon pas, hein, ça c'est sûr. Moi, ce que je crois en fait, c'est qu'il faut, comme le disent beaucoup de philosophes aujourd'hui, comme Dominique Bourg et d'autres, que en fait, il s'agit d'inventer des nouveaux récits, en fait, des nouvelles histoires. Il faut comprendre qu'en fait, la façon dont on se comporte aujourd'hui, dont on évolue, dont on échange au niveau mondial, est basée sur un principe relativement dogmatique qui s'appelle le capitalisme, ou en fait l'échange globalisé, mondialisé, etc., qui est une histoire qui a été inventé au départ au XVIe siècle en Hollande, et puis après qui s'est redéveloppé en Angleterre au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, et en fait qui est une histoire inventée de toutes pièces par des humains, par des économistes, pour faire en sorte qu'on augmente les échanges et qu'on augmente les richesses. Or, en fait, on s'aperçoit que cette histoire a été très intéressante à plein de points de vue. Elle a permis le développement de la science, des connaissances de manière générale, etc., de plein de choses. Mais surtout qu'on a tellement produit qu'on produit plus que la capacité de la Terre à se régénérer. Donc ça, c'est ce que dit le bilan écologique, ou l'empreinte écologique de la Terre. Voilà, on dépense 3, 4, 5 fois plus que la Terre n'est capable de refournir, de se régénérer. Et donc, du coup... à partir de ce moment-là, on se dit, maintenant, ce récit-là n'est plus bon. C'est sûr, il nous emmène au mur. Donc, quel récit on construit qui nous permettent de penser les choses et l'avenir de manière différente, mais encore mieux, quoi. Mais un récit qu'on a envie de faire, qu'on a envie de réaliser, qu'on a envie de construire. Et je crois que c'est ça, en fait, le vrai sujet. C'est quel récit construisons-nous pour le monde de demain? Les mondes, pas le monde. C'est une différence fondamentale. Le monde est une vision universaliste qui impose une vision au reste de l'humanité. Les mondes, ce sont des visions qui correspondent à des cultures qui sont diverses de par le monde, de par la Terre. Je crois que c'est la question qui est plus importante que la réponse. N'est-ce pas? On va prendre la question qui est ici. Bonjour, Bertrand Fétiveau, consultant. Cette rue couverte, elle est donc à vendre ou pas? Et puis tout de même, néanmoins, vous avez une dalle qui est un petit peu en béton. Est-ce que vous avez, dans la mesure où c'est assez ingrat, puisque ça reste ici, est-ce que vous aviez envisagé de le faire avec un sol, disons, perméable, et non pas imperméable comme du béton, semble-t-il que c'est fait? Et puis tout de même, sur arrêter de construire, je veux bien, mais il y a tout de même un tiers d'urbains qui n'ont pas de logement. Donc je ne sais pas où va le vélo. Les bidonvilles, je veux dire, vous avez 2 milliards de personnes qui vivent tout de même dans les bidonvilles. Il faut leur proposer une petite casse-mat. Et puis tout de même, 2 petites réflexions. Nous avons actuellement un plan bioclimatique à Paris, que vous connaissez peut-être, et il est prévu de construire avec une population stable. Donc là, il y a tout de même quelque chose peut-être que les architectes pourraient expliquer éventuellement à nos élus. Quant à la décroissance, elle a un problème, on est dans une économie monétaire. Et donc, pour des raisons monétaires, il faut que les crédits remboursent les crédits. Donc effectivement, il faut une biocroissance. La décroissance économiquement ne peut pas exister dans une économie monétaire. Mais merci pour les 2 petites questions. Qu'est-ce que vous faites de nos urbains? Tout de même, il y en a 2 milliards. Et puis, éventuellement, à qui je peux acheter? J'ai le chèque. Merci.
Camille Ricard. Sur la première question, on n'a pas créé de dalle béton. Il n'y a pas de béton dans le projet. Il y a des petits plots en dessous de chaque pot. Et en fait, on a du calcaire par-dessus, on a du gravat recyclé. Et on a réutilisé une dalle qui était dessous. Je ne sais pas si elle est à vendre. Ce serait à voir. En tout cas, elle est déplaçable. Et les 2 premiers tronçons sont déplaçables en chevaux de trait ou en bœuf de trait. On l'a étudié. Et sur la question de ne plus construire, en fait, des gens à loger, déjà, on a 3 millions de logements vacants en France. Donc, il faudrait peut-être remailler le territoire pour qu'on puisse rénover les logements vacants et permettre... Aujourd'hui, on a besoin de 2 millions, 2,5 millions de logements jusqu'à 2030. Donc, ça pourrait correspondre à partir du moment où on réhabilite le patrimoine existant, où on densifie dans les dents creuses. Voilà, après, c'est un maillage du territoire pour que, effectivement, entre le travail et les mobilités, chacun puisse accéder à ces logements-là. C'est vrai que chaque année, avant de donner la parole à Paul-Emmanuel Brel, chaque année, effectivement, la Fondation Abbé Pierre déclare à peu près 4 millions de mal logés en France, dont 1 million qui sont sans-abri, et donc sans logement. Donc c'est vrai qu'il y a cet impératif à construire, et en même temps, on dit on arrête de construire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de construire, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, la question c'est quels sont les impératifs les plus fondamentaux, quoi. Est-ce que c'est éviter d'avoir 60 degrés à Paris dans 50 ans? Ou est-ce que c'est malheureusement avoir des millions, voire des centaines de millions de gens mal logés? C'est quoi la différence? Est-ce que c'est être à peu près certain que la Terre sera inhabitable? C'est ce que disent la plupart des climatologues du GIEC. Hein. Pour mémoire, quand on dit 2 degrés de réchauffement, encore une fois, c'est une moyenne. 2 degrés de réchauffement, ça veut dire 4 degrés sur les continents, ça veut dire 8 degrés en pic de température. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on double. Donc quand on a 2 degrés de réchauffement, on a à peu près 45-50 degrés à Paris, voilà, dans les objectifs 2050. Donc ce sont les températures du Sahara, quoi, grosso modo. Et puis 2 degrés, on y est très très loin. Là, on est sur la trajectoire, c'est 3 degrés à l'heure actuelle, hein, 2,8, 3 degrés. Donc du coup, voilà, on est à plus 15 degrés par rapport aux pics normaux d'aujourd'hui. Donc est-ce que c'est continuer à construire pour loger absolument tous les gens qui doivent être logés, ou est-ce que c'est de se dire, attendez, on arrête la folie, on se met un peu en retrait et on pose les vraies questions et on essaie de trouver des vraies réponses. Parce qu'à un moment donné, si on continue là-dedans, on ne trouvera pas de bonnes solutions qui soient viables. Alors, l'une des alternatives, c'est de rénover. Hein. On parle de... Oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Bien évidemment, il y a 3 millions à peu près de logements vacants. Après, il y en a une grande partie, un tiers, je crois, qui sont des logements vacants temporairement parce qu'ils sont en vente, etc. Donc on ne peut pas du tout utiliser tous ces logements. Mais ça, j'imagine que c'est la même chose à peu près dans tous les pays. Donc c'est vrai que quand on dit qu'il manque 500 000 logements tous les ans, voilà, c'est pas vraiment vrai, quoi. On pourrait tout à fait, ils sont là, grosso modo, et on pourrait juste fonctionner un petit peu différemment. Ce qu'il y a, c'est que construire 500 000 logements par an, ça fait fonctionner Batimat. Donc du coup, forcément, on dit qu'il faut 500 000 logements par an, quoi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, monsieur? Oui. Bonjour, Rémi Chevalier, Vivre à Brie, impliqué dans la transition énergétique du bâtiment. Et je suis un petit peu, en vous écoutant et en ayant parcouru le salon, dans un paradoxe. Parce que par rapport à la transition écologique ou la transition énergétique, le bâtiment est un des secteurs où on a des solutions. On a des solutions pour réhabiliter, on a des solutions pour construire du neuf, on a des solutions pour arriver à des bâtiments décarbonés. Et je me demande, vous parliez de récit, si on ne pourrait pas prendre la proposition à l'envers en disant nous avons nos solutions, c'est ça l'englobant. On réhabilite ou on construit du neuf, finalement, ce n'est pas forcément incompatible, mais surtout, on transforme l'ensemble de l'habitat existant et le nouveau en quelque chose qui soit complètement décarboné, et ceci le plus vite possible. Aujourd'hui, on dit on peut le faire en 2030, on peut le faire en 2050. En fait, on peut le faire tout de suite. Et c'est pratiquement un des seuls secteurs, par rapport à la mobilité ou à l'agriculture, par exemple, où il est possible, avec les solutions que l'on a aujourd'hui, me semble-t-il, d'avancer très vite.
La question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas, ou est-ce que je me trompe? Le bâtiment a beaucoup d'inertie, en fait. Le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment, oui, pardon. Et ça a beaucoup d'inertie. C'est très difficile, en fait, de changer, je sais pas combien, le métier pour des millions de personnes, en fait. Et de changer complètement notre façon de voir, etc. Il y a beaucoup d'inertie, puis il y a beaucoup de lobby aussi. Donc, du coup, forcément, le faire, c'est assez compliqué. Il y a plein de superbes, j'étais critique tout à l'heure, mais il y a aussi plein de superbes solutions qui apparaissent autour des matériaux naturels. Un matériau naturel, pour mémoire, c'est un matériau qui est transformé à moins de 5%. Donc 95% qui reste à l'état de nature, si j'ose dire. Donc il y a plein de solutions dans ces matériaux-là, et puis dans le réemploi, le recyclage de tout un tas d'autres matériaux. Mais pour autant, voilà, la demande est telle, et le système économique est tellement demandeur que le bâtiment n'arrive pas en fait à le faire, je crois. Et je crois que c'est un manque de volonté générale, que ce soit politique, technique, citoyenne, etc. Je crois que tout le monde est un petit peu responsable du fait que ça n'aille pas assez vite. Voilà, le bâtiment n'est pas le secteur à montrer du doigt particulièrement. Effectivement, il a plein de solutions. Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre d'architectes qui tentent d'envoyer un message un peu au monde, à l'industrie du bâtiment, que ce soit les promotions immobilières, que les productions de matériaux, de dire il y a un marché à prendre qui est gigantesque. Les architectes sont prescripteurs, et ils sont demandeurs, ils sont moteurs. Il y a un marché à prendre qui est gigantesque de la production de matériaux régénérateurs, c'est-à-dire où chaque production va identifier des ressources qui soient elles-mêmes vertueuses pour l'environnement, non pas juste être décarbonées, mais carrément régénératrices d'environnement. Ma question justement, est-ce que alors je peux la poser à tous les deux et vous allez d'ailleurs y répondre tous les deux. Est-ce que le monde de l'immobilier, le monde de la production de matériaux pourrait jouer le jeu de cette économie, on va pas dire décroissance, qu'on a dit que c'est un gros mot, on va dire de cette économie des régénératrices? Je ne sais pas dans l'absolu. Je crois que les matériaux en soi peuvent difficilement être régénérateurs. Je pense que ce sont des systèmes qui peuvent être régénérateurs avec du vivant. Je sais que nous, voilà, en développant le projet Cycle Terre, on avait vocation à recréer un cycle de la matière. Et donc en fait, tous les déchets de chantier, enfin les déblais de chantier, sont stockés voilà, dans tout un tas de sites de stockage en périphérie d'Île-de-France, pour ceux qui sont en Île-de-France. Et en fait, on récupère une partie de cette matière-là et on en fait des matériaux qui sont très fortement décarbonés. On a juste le transport, quoi. Et donc ça, clairement, c'est un cycle de la matière relativement vertueux parce qu'en fait, le seul carbone que l'on utilise, voilà, c'est le transport. Et puis, c'est le ventilateur qui sert à injecter de l'air chaud pour sécher les matériaux, air chaud qui vient du plénum qui est chauffé avec le soleil. Donc ça, effectivement, c'est rien comparé à des matériaux cuits. Hein. Pour mémoire, ce qu'on appelle les matériaux artificiels sont des matériaux qui sont cuits à mettre en face des matériaux crus. Hein, pour reprendre la métaphore de Lévi-Strauss, entre le cru et le cuit, tout se joue un petit peu là-dedans. Et ce qui génère en fait le carbone et la dépense énergétique, c'est la cuisson, essentiellement la transformation, la cuisson. Et après, bien évidemment, il se pose la question du transport, qui doit être le plus court possible. C'est pour ça que le grand enjeu de la construction, c'est la relocalisation de la transformation de la matière, de la construction, de l'artisanat, etc. Ça, c'est un truc qui est vraiment fondamental, quoi. Relocaliser. Alors, juste avant de vous donner la question, on avait fait un débat, j'avais organisé un débat donc avec Paul de Malnoiret et puis un représentant de la filière de la terre cuite qui nous disait ce n'est pas tout à fait vrai puisque aujourd'hui on est capable de chauffer de la terre avec de l'énergie propre. Oui, du nucléaire. Voilà, non, il y a pas, en France, il y a quasiment pas de matériaux plus carboné qu'une brique de terre cuite. Ah, c'est 1500 degrés une brique de terre cuite. Donc c'est un matériau qui est magnifique. Hein. J'en ai utilisé plein. Mais c'est comme le ciment en fait. Sauf qu'en fait c'est pire que le ciment en fait en termes de carbone, une brique de terre cuite, parce qu'en fait il faut chauffer la masse. Or le ciment, vous chauffez quand vous cuisez du ciment, enfin du calcaire, etc. pour faire du ciment, c'est qu'une infime partie d'un parpaing, par exemple.
Camille Ricard, est-ce que vous pensez, vous, que l'industrie du bâtiment peut être prête à jouer le jeu de cette production régénératrice? Je pense qu'il faut qu'elle le soit. Et il y a peut-être quelque chose à jouer aussi dans l'hybridation des échelles. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir... imaginez des systèmes où il y ait de la préfabrication pour aussi rendre ces matériaux accessibles, abordables. Et puis avec, imaginons que localement, il puisse y avoir un complément sur la question de circuits courts ou des savoir-faire de manière locale. Il peut y avoir des échelles à jouer, des partenariats à trouver entre une industrialisation avec des matériaux biosourcés ou géosourcés, et puis des savoir-faire aussi locaux pour pouvoir... Voilà. Mais il y a beaucoup de choses à trouver. Il y a des entreprises qui sont sur cette voie-là, qui commencent à le développer, et il faut que ça s'amplifie. On n'a pas le choix de toute façon. Est-ce qu'il y a des questions encore dans la salle? Certainement. Voilà, une question ici. Madame, vous pouvez apporter un micro. Bonjour, Antoine Blanche, ingénieur ESTP. Je n'ai pas vraiment une question, mais un commentaire à faire à la dernière indication qui a été donnée sur la cuisson des briques pleines. Je crois qu'il faut comparer ça à la cuisson du ciment. Les fours à ciment, évidemment, nécessitent énormément d'énergie au moment de la préparation des poudres de ciment, et effectivement, une fois que le parpaing ou le ciment est coulé, il chauffe tout seul par réaction chimique. Et j'en veux pour exemple ce que lance le Grand Paris avec la terre qui est dégagée des tunneliers et qui permettrait, par une recomposition, alors je ne sais pas quel aide juivant il faut mettre pour que les briques de terre du bassin parisien soient solides, mais je pense que tout cet équilibre d'énergie est à prendre en compte. Bon, j'ai pas très bien compris la remarque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on fait des briques avec de la terre du bassin parisien, non cuite. C'est juste par compression. On mélange en fait différentes ressources qu'on a identifiées, avec les stockeurs, avec des laboratoires de recherche. On regarde, voilà, on va prendre. Là, pour l'instant, on est plutôt focalisé sur le nord-est parisien. Et puis on récupère des terres, donc soit du Grand Paris Express, soit d'autres chantiers. Grand Paris Express, c'est que 10% de la terre extraite en Ile-de-France. Donc c'est assez peu finalement. Et pour mémoire, il y a quand même beaucoup de terre, effectivement. Entre 2015 et 2030, il y a à peu près 500 millions de tonnes de terre qui vont sortir de terre. De sol, quoi. Ça fait un tas qui fait à peu près 2 fois la hauteur de la Tour Eiffel pour mémoire. Et en fait, ces terres-là, à partir du moment où vous avez des bons argiles, si vous avez des bons composants, des bons silts, des sables, etc., vous arrivez à en faire tout un tas de techniques, juste par compression ou par mixion avec des fibres végétales, etc. Donc des torchis, des blocs de terre comprimés, des enduits, etc. Et ce sont bien évidemment des pistes de matériaux qui sont très intéressantes. Mais je voulais juste rajouter une chose, c'est qu'en fait, ce dont on s'aperçoit sur le local, en fait, on a fait des fiches de suivi environnemental et sanitaire sur des matériaux crus, donc qui sont censés être très peu carbonés, on s'aperçoit que dépasser 50 km, leur valeur en termes de décarbonation, si j'ose dire, devient beaucoup moins intéressante. 50 km, c'est pas beaucoup. Passer 50 km, tous les matériaux deviennent carbonés. Passer 50 km, une brique de terre crue a la même empreinte carbone qu'un parpaing de ciment. Donc en fait, c'est la question de la relocalisation, au-delà de la question de la cuisson, est une question fondamentale en fait. Alors, moi je me pose une autre question, je vous pose cette question, c'est qu'on voit que quand construire, c'est-à-dire vertueusement, ça serait construire local avec la pierre qui vient du coin, ça serait identifier le bois pour la charpente, etc. Finalement, ce serait revenir à des techniques de construction qui datent du 19e siècle. Est-ce que finalement, vous appelez de vos voeux à revenir à une technicité du 19e siècle? Ouais, même avant, Moyen-Âge, allons-y. Non, c'est pas ça dont il s'agit. Voilà, il ne s'agit pas de redevenir des Amish ou de revenir à la lampe à pétrole, ou etc. Enfin, ce qui sont des remarques complètement stupides. En fait, ce qui est fondamental, c'est de décarboner tous nos actes. Donc en fait, au 19e siècle, ils étaient même assez carbonés. C'est de trouver des solutions différentes. Et je crois qu'il y a plein d'expériences qui sont faites comme ça de par le monde sur des actions très claires sur la construction
qui sont très contemporaines, mais en même temps décarbonées. Au Japon, on repense en fait les assemblages bois qui sont coupés à la main, mais coupés à la main avec des précisions que l'on arrive à développer avec des techniques d'aujourd'hui qui permettent de faire des assemblages absolument incroyables, qui sont relativement décarbonés ou très peu carbonés. Donc il y a plein de solutions comme ça qui sont au contraire des solutions d'avenir. J'appelle de mes voeux, et c'est ce que nous essayons de travailler avec mes étudiants, par exemple, à développer des techniques contemporaines qui donnent envie, en fait, et qui ne soient pas simplement le ressassement de techniques ultra carbonées, qui sont des techniques de la modernité, de la reconstruction de l'après-guerre, etc. Et je pense qu'au contraire, il y a des 1000 formes et 1000 façons de voir le monde différemment, sans revenir dans le passé. Pourquoi parler de revenir dans le passé? Ceux qui parlent de revenir dans le passé, c'est ceux simplement qui ont peut-être un peu peur de l'avenir. Alors, j'ai une question que je repose du coup, mais autrement, à Camille Ricard. Est-ce que le bon sens des anciens vous inspire dans la manière de construire? Oui, c'est une source d'inspiration, mais effectivement pas un retour en arrière. C'est évidemment une source d'inspiration, et je parlais tout à l'heure d'hybridation des échelles, on peut hybrider les techniques d'aujourd'hui avec les techniques des anciens, en allant puiser à proximité et mélanger tout ça, et aujourd'hui on est capable de faire ça. Ce qu'il faut puiser aussi, l'inspiration, je pense que quand on parle de décroissance, ce mot qui fait peur, et si on n'en parle plus, mais c'est la question de la lenteur. La lenteur, par exemple, pour aller chercher sa botte de paille, attendre qu'elle soit sèche et qu'elle ait la bonne hygrométrie pour qu'on l'utilise dans le chantier à la bonne période. Attendre que les enduits de terre sèchent. Et puis je pense, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi j'ai une vie à 100 à l'heure et ça ne me ferait pas de mal de ralentir un peu, malgré tout ce que je prône. Et je pense que la société s'en tiendrait encore mieux si on ralentissait. Voilà, et ralentir, c'est la consommation, mais c'est aussi le temps passé aux choses et avoir plus de temps aussi pour rêver et regarder autour de nous. Oui, je suis parfaitement d'accord, mais c'est vrai que quand on s'adresse à l'artisan qui est ici et qui vous dit faut qu'il ralentisse, c'est surtout son chiffre d'affaires qui va ralentir, et donc là, il va l'avoir un peu mauvaise. Et donc la question, c'est que voilà, si on ralentit, il faut qu'on ralentisse tous ensemble. Je pense que c'est la solution, mais tous ensemble, tous en même temps. Parce que c'est difficile de demander un effort comme ça au monde du bâtiment, quoi. Une question encore dans la salle? N'hésitez pas, il y a un micro qui circule. Monsieur? Oui, il y a un mot en creux qui se dégage, c'est l'industrialisation. Qu'est-ce que vous pensez de l'industrialisation du bâtiment, alors, du coup? Exactement. Qu'est-ce que vous pensez de l'industrialisation? Est-ce que c'est pas un peu le nerf de la guerre? Je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. Je crois qu'en fait l'industrialisation, c'est évidemment celle-là même qui produit le plus de carbone et qui génère de plus d'émissions de gaz à effet de serre de manière générale. Est-ce que c'est pour autant, excusez-moi, est-ce que c'est pour autant à bannir? Parce qu'on parle aussi beaucoup de construction hors site, par exemple. C'est-à-dire de système de construction complètement industrialisé, complètement fabriqué, préfabriqué en atelier, où on utilise un savoir-faire industriel. Donc, quelque part, est-ce que l'industrie ne peut pas aussi venir au secours de l'écologie? En fait, ce débat sur l'industrialisation, il a 200 ans. Je veux dire, les art and craft en Angleterre sont apparus au moment où l'industrialisation prenait le pas, voilà, au milieu du 19e siècle. Et on a tout d'un coup crié au loup en disant il faut redévelopper l'artisanat, etc. Et c'est ce qui s'est fait d'ailleurs en Angleterre. Et puis après, c'est ce qui s'est refait au début du 20e siècle en Europe, etc. Et donc, et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui en développant, avec le développement de toutes ces architectures relocalisées, frugales, etc., qui sont des architectures qui sont en lien avec le fer, avec une approche manuelle, avec une approche de l'artisan. Il y a un immense respect de l'artisan dans la question justement du fer local et puis du fer frugal. Et bien évidemment, oui, la question peut se poser de l'industrie. Moi, je ne vais pas vous dire il faudrait arrêter l'industrie. Je suis qui pour dire ça, quoi. En fait, mais pour autant, évidemment, c'est elle qui pollue essentiellement, quoi. Donc il y a des grosses questions à se poser. Oui. Mais moi, je suis un peu plus nuancée, je pense, mais sur l'industrialisation, oui, pourquoi pas, mais l'idée, c'est de retrouver du sens aussi. Quelle échelle d'industrialisation, quel processus? Voilà, c'est possible. Enfin, pour moi, c'est envisageable, mais déjà, il faut que les gens qui travaillent dans l'industrie trouvent le sens de ce qu'ils sont en train de faire, et ensuite que les matériaux utilisés, les assemblages, en fait, utiliser l'industrialisation pour rendre ces systèmes abordables, des matériaux, des assemblages aujourd'hui qui ne sont pas
le sont pas toujours dans les matériaux biosourcés. Voilà. Alors, Camille Ricard, je rappelle, vous êtes donc membre du collectif Moonwalk Local, donc c'est-à-dire une jeune agence d'architecture. Vous allez construire beaucoup, vous avez tout un projet, et vous êtes un peu les prescripteurs des 10-30 prochaines années. Alors, quel est pour vous votre plan, votre démarche, et quel message voulez-vous envoyer aux gens qui nous écoutent et qui parcourent les allées de ce salon? Est-ce que y a... c'est un peu comme si je demandais quel est le message de la jeune génération d'architectes que vous représentez? Alors, je ne sais pas si je représente la jeune génération. En tout cas, la jeune génération, elle est dans un questionnement, justement, sur qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on nous a transmis, et puis nous, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants. C'est toujours la même question. On est c'est compliqué de se dire ne plus construire alors qu'on a très envie d'avancer, de construire notre monde, de construire notre société. Et on essaye de le faire le mieux possible. Peut-être qu'à un moment donné, on arrêtera, comme Pierre-Emmanuel, mais voilà, je pense que l'idée, c'est de faire le mieux possible avec les matériaux, les ressources matérielles et immatérielles de proximité et de tisser du lien. On est là pour ça, et le bâtiment, c'est faire vivre, créer des lieux où on vive ensemble, et pour s'écarter de l'individualisme exacerbé, voilà, donner envie, créer des récits de vie pour les mondes, avec le pluriel, de demain. Alors, quand on créer des liens, moi c'est un mot valise qui pour moi ne signifie plus rien. Est-ce qu'on entend ça tout le temps, créer des liens? Concrètement, ça veut dire quoi? Créer des liens, un projet crée des liens entre les usagers, les futurs usagers, ceux qui vont vivre dans un lieu. On parle de concertation, mais c'est aussi comment on crée les lieux dans lesquels on va vivre. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui crée un programme, qui ne connaît pas le site, qui ne connaît pas les gens, qui le fait? Est-ce que c'est l'architecte dans son coin qui va prescrire des matériaux, et cela parce qu'il n'en connaît pas d'autres? Est-ce que c'est l'entreprise qui va réaliser sans connaître le sens de ce qu'il est en train de faire? Est-ce que ce sont des habitants qui vont arriver dans un lieu qu'ils ne connaissent pas? Non, tisser des liens, c'est en tout cas à travers l'architecture et le projet d'architecture ou le projet de territoire urbain, c'est faire ensemble, c'est-à-dire analyser les futurs usages, voir ce qu'on a envie de créer, et avec ce temps de relation dans le projet, ça génère des lieux aimables, des aménités. Voilà, c'est ce genre de lien. Alors c'est valise, mais au quotidien, c'est vraiment ça. C'est faire du projet ensemble, à plusieurs. Alors chez les nouveaux architectes, on voit beaucoup la notion de collectif. Hein, c'est quelque chose qui est très présent. Collectif, c'est collectif entre vous, ou collectif élargi avec des entreprises de bâtiments, avec des fournisseurs de matériaux, avec des maîtrises d'ouvrage, avec des commanditaires. Est-ce que c'est ça aussi le collectif? Alors le collectif, collectif Moonwalk, ce sont des architectes. Alors, maintenant, on est un peu plus nombreux qu'avant, mais on passe notre temps à collaborer, à co-traiter avec d'autres architectes, avec des paysagistes, avec des ingénieurs, avec les entreprises. On était dans un tiers-lieu où il y avait des artisans avec nous, et des artisans d'art, des artisans qui se lançaient, une recyclerie de réemploi. De toute façon, je pense que l'architecte, c'est un métier qui fait que de toute façon, on travaille à plusieurs. On ne peut pas faire ça dans notre coin, c'est pas possible. Et je pense qu'effectivement, les jeunes générations sont de plus en plus souvent en collectif, ou si elles ne le sont pas, elles travaillent de toute façon avec les autres. Paul-Emmanuel Bret, vous êtes enseignant et vous dirigez de la recherche. Et comment vous voyez, vos jeunes architectes que vous formez? Quels sont leur état d'esprit? Est-ce qu'ils vont faire comme... alors j'ai oublié l'école où ils ont déclaré qu'ils allaient aller arrêter. C'était l'école des mines. Versailles. Ah oui, chez les architectes, c'était à Versailles. À Versailles aussi, ils l'ont fait. Donc voilà, les étudiants sont à peine diplômés qu'ils ont décidé de ne pas exercer leur métier. Est-ce qu'on en est là aussi dans les écoles d'archi? Dans certaines écoles d'archi, oui. D'ailleurs, certains étaient mes étudiants. Mais par contre, je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'essayer de faire ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de travailler à ces nouveaux récits. Personnellement, moi, j'emmène mes étudiants dans les milieux ruraux, dans les endroits où il y a des problématiques en fait de désertion urbaine, etc. Et on réfléchit avec un atelier que j'ai monté qui s'appelle l'atelier du Limousin. On réfléchit
avec les élus, avec les artisans locaux, différents acteurs en fait, de ce territoire, on réfléchit à des solutions pour redynamiser le territoire. Et en faisant de la rénovation en fait, de vieux bâtiments, avec des matériaux éco-sourcés, de la récupération, etc., on essaie de voir aussi comment on peut créer en fait, des fameux liens, mais aussi dans un objectif de développer des filières. Je crois que l'architecte, comme j'ai pu le faire avec tous ses partenaires en Ile-de-France en développant la filière terre crue, je crois qu'on peut aussi, dans les milieux ruraux, développer des filières de construction en chanvre, de filières de récupération, des filières de récupération de laine pour faire de l'isolation, parce qu'en fait, la laine est jetée, etc. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est la question systémique en fait, dans un territoire, c'est de voir comment en fait, on peut recréer ces fameux liens pour recréer du dynamisme localement. Et on a pu faire plein de choses qui vont dans ce sens-là. Mais j'espère qu'on pourra en faire d'autres. Et c'est tellement plus gratifiant pour des jeunes étudiants que de se sentir acteur en fait, d'un renouveau économique. Parce que bon, voilà, l'économie n'est pas un gros mot. L'important, c'est qu'elle soit absolument responsable et qu'elle soit équitable d'un point de vue terrestre. Et donc, je crois qu'il y a 1000 choses à inventer là qui sont aux antipodes des Amish, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Oui. Voilà. Un jeune architecte. Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis encore étudiant architecte-ingénieur. Et je ressens je ne suis pas non plus représentant des étudiants architectes, hein, mais je sens une culpabilité dans mon école de tous les étudiants à vouloir construire, même sans parler de construire, abriter des gens, que ce soit dans la rénovation ou autre chose. Et ce qui, pour la plupart d'entre nous fait beaucoup de bien, c'est de la pédagogie apportée sur des exemples de manières de faire autrement. Et je prends l'Hackathon et Vassal, par exemple, avec le Palais de Tokyo, des friches réhabilitées. Et finalement, ça passe par une pédagogie que nous, on apprend à voir parce qu'on est dans ces études-là, mais que le grand public ne voit jamais ou ne comprend pas. Donc, par exemple, quand c'est construit en bois, c'est pas forcément mis en valeur. Certains bâtiments ont des labels, on ne le sait pas. C'est souvent livrer les bâtiments complètement emballés parce qu'il y a toute le second œuvre en fait qui est plastique. Et est-ce qu'il ne faudrait pas justement aller vers une pédagogie de montrer à voir qu'il y a des manières de faire autrement? Et je prends par exemple la halle que vous montriez ici, elle est complètement masquée par la barrière de chantier. Mais une barrière de chantier pourrait être poreuse, on pourrait voir au travers et se dire c'est intéressant ici, il y a quelque chose d'inutilisé. Donc est-ce qu'il n'y a pas une vraie pédagogie à la déculpabilisation pour se mettre en mouvement et faire mieux? Camille Ricard. Oui, effectivement, mais là on l'a demandé, hein. Enfin, pour l'instant c'est pas le cas, mais des étudiants sont venus, ont franchi, si des enseignants ont envie d'emmener leurs élèves, c'est possible, leurs étudiants. Après sur la culpabilisation, après il y a effectivement la question de l'architecture pour le grand public et il y a tout un tas d'associations, les maisons de l'architecture, les CAUE qui essayent d'œuvrer à la diffusion de la culture architecturale au grand public, voilà, et notamment de tous ces sujets-là. Mais ça reste effectivement, c'est vraiment une question d'éducation à l'échelle nationale et depuis le plus jeune âge. Alors pour conclure, je pense qu'il y a un message très clair qui est passé, c'est que les architectes veulent travailler autrement, et surtout en filière, en réseau, veulent s'impliquer avec les ingénieurs, avec les architectes, les autres architectes, avec les fabricants de matériaux, avec les artisans. Donc il y a une véritable volonté à méditer, vraiment à travailler ensemble. Et je pense qu'il y a une piste ici d'une forme de architecture régénératrice, hein, puisque on a décidé ensemble qu'on allait utiliser ce mot-là. En tout cas, au final, c'est une note d'espoir pour terminer cette table ronde. Merci Camille Ricard. Donc, je rappelle que vous êtes architecte collectif Moonwalk Local, donc AJAP 2020. Vous êtes basé à Bordeaux. Et Paul-Emmanuel Loiret, donc architecte, chercheur, président de Cycleterre et chercheur chez Mu Expérience. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous pouvez les applaudir très fort puisque c'était très courageux.